À partir de journaux intimes et de lettres qui nous font entendre la voix des civils allemands, à travers les images de films amateurs, Vivre dans l'Allemagne en guerre de Jérôme Prieur montre comment, entre 1938 et 1945, après la défaite nazie, la Seconde Guerre mondiale a été vécue en Allemagne, loin du front, dans une appréhension et un désespoir toujours plus prononcés au fil des ans. Ces dessins individuels nous plongent à l'intérieur du pays sous le joug nazi, où, après les citoyens allemands juifs, d'abord ostracisés, spoliés, puis déportés, c'est un pays tout entier qui, au lendemain de la défaite, se trouve en cendres. Vivre dans l'Allemagne d'Hitler est diffusé le dimanche 9 mai sur France Télévisions. Pour en parler, son réalisateur, Jérôme Prieur. Jérôme Prieur, bonjour. Vivre dans l'Allemagne en guerre prend le contre-pied de votre film précédent qui s'appelait Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler. Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler racontait justement ces voix ostracisées, juifs, communistes, opposants politiques, qui avaient dû fuir l'Allemagne, qui en avaient été expulsés, et qui donc parlaient d'un pays qui n'était plus le leur. Dans votre nouveau film, vous donnez la voix à ces Allemands qui sont restés en Allemagne, qui ont d'abord été témoins des victoires allemandes, puis peu à peu, et même assez rapidement en fait, du délitement de leur pays. Est-ce que dans votre esprit, je veux dire, ces deux films sont solidaires? Ah oui, oui, ces deux films sont solidaires. Ce qui m'intéressait dans le film précédent, c'était de m'intéresser à ceux qui avaient décidé de s'exiler, quels qu'ils soient. Vous avez dit juifs, communistes, opposants, mais bon, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens modérés, il y a des gens qui ne sont pas persécutés, il y a des gens qui sont persécutés. Là, dans ce deuxième film, j'ai eu envie de voir comment c'était pour ceux qui n'étaient pas menacés, pour ceux qui restaient en Allemagne, mais pour ceux qui n'étaient pas menacés. Et je voulais surtout fuir toutes ces représentations dont j'ai un petit peu par-dessus la tête, comme beaucoup de spectateurs, je pense, des Allemands dans les campagnes militaires, sur le front de l'Ouest, sur le front de l'Est. Enfin, je voulais m'intéresser aux civils, donc aux femmes, et aux hommes aussi qui restent en Allemagne entre 38 et 45 et qui petit à petit vont voir la guerre les rejoindre. Mais au début, en 38, 39, 40, la vie en Allemagne, elle est plutôt paisible. 16 mars 1939. La radio annonce que Prague est tombée entre nos mains. Notre armée victorieuse s'est emparée de la Bohême-Moravie, sans coup férir. Quelle joie, mon cher Ernst, s'exclame Irène Reitz en écrivant à son fiancé. Ernst Wicking est sous-officier de carrière dans un régiment d'infanterie et Irène Reitz, sa fiancée, travaille chez un fleuriste dans une bourgade du Bade-Wurtemberg. Leur vie s'écoule, heureuse, malgré les événements. Irène lit les nouvelles que lui envoie souvent Ernst. 27 juillet 1939. Irène, tu me poses de nouveau la question des vacances. Mais je suis désolé, je n'en sais rien. Il va peut-être y avoir la guerre. Il faut que nous soyons patients. 1000 baisers. Alors, vous appuyez pour cela sur un livre de Nicolas Stargard, La guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre, qui est un ensemble de témoignages, justement des témoignages de ces Allemands ordinaires, entre guillemets, qui sont les témoins involontaires et douloureux de la tragédie qui va s'emparer de leur pays. Vous avez privilégié des témoignages d'individus qui, très rapidement, même durant les victoires allemandes, réalisent en fait que ça ne peut pas durer, que cette guerre en train d'être gagnée, en fait, est déjà perdue en partie. C'est-à-dire que je voulais dissocier ces deux termes qui vont toujours ensemble, allemand et nazi, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et donc,
Prenant des civils, c'était évidemment plus facile, et prenant des femmes, c'était encore plus facile. Enfin, quoique, je ne suis pas naïf, hein, évidemment. Les femmes allemandes ont été endoctrinées, ont été nazifiées hein, aussi. Mais voilà, je voulais voir comment ça se passait concrètement chez des gens qui n'étaient pas des militants acharnés du nazisme. Et le meilleur moyen, c'est à partir de ce livre-là de Nicolas Stargard, qui est un livre énorme de 800 pages, qui brasse un grand nombre de personnages, de textes, de témoignages. Je me suis dit qu'il fallait que je raréfie les témoignages et que j'en choisisse 7-8, pas plus, quoi, pour suivre les personnages au fur et à mesure de ces années. Et donc, je dirais presque naturellement, parmi ces personnages, ce sont les personnages féminins qui ont eu l'avantage. Alors, au début, c'était un peu un parti pris. Je me suis dit, finalement, le meilleur moyen d'éviter d'avoir à traiter la guerre allemande, c'est de prendre que des femmes qui sont en Allemagne, dans leur pays, dans toutes les villes d'Allemagne, dans toutes les régions d'Allemagne, voilà. Et ces femmes, évidemment, nous permettant de communiquer, d'apercevoir qui leur mari, qui leur fiancé, qui leur fils, qui leur frère, qui leur cousin, enfin tout le monde dans une société comme celle-là, dans une société en guerre, est relié à quelqu'un du front. Mais à me concentrer absolument sur ces personnages. J'ai été révulsée au moment du boycott des Juifs, en avril 1933. Partout, des pancartes, des cerbères à l'entrée des boutiques, comme si les Juifs étaient des pestiférés. Cela m'a paru terriblement avilissant. Mais 3 ans après, il y eut les Jeux Olympiques. L'Allemagne me semblait merveilleuse et fraternelle à l'égard des autres peuples. Tout allait bien pour moi, et je ne m'intéressais absolument pas à la politique. Danser, flirter, voyager me paraissait autrement important. Puis ce fut novembre 1938. Les pogroms de l'horrible nuit de cristal. Quelque chose de précieux s'est brisé en moi, avec autant de fracas que les vitrines dans les rues. Alors, justement, ce qui est frappant dans votre choix de témoins, c'est qu'en fait, il y a 2 groupes. Il y a un premier groupe où il s'agit de témoins un peu passifs, ou dans la mesure où ils n'ont pas encore de parti pris, ils regardent cette guerre, ils se disent oui, ma foi, on avance un petit peu quand même, ça peut s'arrêter, ça pourrait ne durer que de 3 ans. Et il y a un second groupe où nous avons affaire à des résistants, en fait, presque d'emblée des résistants. Mais pour revenir à ce premier groupe, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit bien dans les témoignages et les regards de ces femmes, qui sont là, quoi, qui sont inquiètes pour leurs enfants, qui sont au front, qui sont seuls, qui essaient de comprendre ce qui se passe. Mais on voit bien que la question de leurs compatriotes juifs est fondamentale. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'ostracisation dont étaient victimes les juifs, dès l'arrivée des nazis au pouvoir, puis ensuite ça se déroule par cercles concentriques. L'acmé de cela étant avant-guerre 1938 et la nuit de cristal, ils se rendent compte que ce qui arrive à leurs compatriotes juifs va inévitablement leur arriver. Non pas qu'ils soient déportés, mais qu'en fait, le malheur qui s'abat sur une partie de la population va s'abattre en fait sur tout le pays. Et c'est très très frappant dans leurs incises, dans les incises que l'on entend dans votre film, c'est qu'il y a en fait une lucidité implacable chez ces femmes. Oui, c'est ça qui m'intéressait, la lucidité. Même chez les gens un peu aveugles d'ailleurs, les moments où on comprend un peu ce qui se passe. Je voulais surtout pas prendre des nazis convaincus. Voilà, en me disant que les nazis convaincus, premièrement, c'est un cliché pour nous aujourd'hui, comme si tous les Allemands vivant en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale étaient tous des nazis acharnés. Voilà, ils étaient tous ces gens qui lèvent le bras dès qu'ils aperçoivent Hitler. Bon, je pense pas que ce soit tout à fait la réalité. C'est pas pour innocenter les Allemands, mais je pense que ça correspond pas à la réalité. Mais d'autre part, je pense que ça nous empêche de regarder ce qui s'est passé. Et ça nous empêche de voir que
de toute façon, l'appareil d'État nazi, il est hyper puissant, il régit la vie privée, il régit la vie intime. La propagande, elle est là au cinéma, dans les journaux, à la radio. Voilà, il n'y a qu'à se baisser pour la voir, quoi. Et donc je voulais, c'est pas du tout scientifique, c'est pas un échantillon sociologique, mais je voulais, par contraste avec ça, qu'on a en tête, nous-mêmes comme spectateurs, ou que les personnages que j'ai choisis dans le film ou en tête, ou dans leur viseur, hein, je voulais, par rapport à cela, avoir des personnages qui se posaient un petit peu des questions sur leur propre vie, voire sur leur avenir. Il y a un couple qui est absolument extraordinaire, eux qui sont plutôt dans l'aveuglement total, dans l'endoctrinement, dans un couple, une fleuriste, et puis son mari qui est un sous-officier. À la fin du film, alors que les bombes commencent à tomber sur l'Allemagne, elle lui écrit pour faire des projets d'avenir, pour lui dire qu'elle va acheter une petite boutique, et tout ça, comme si la guerre n'avait pas lieu. Alors qu'il aurait pu mourir 10 fois, et il se trouve que cet homme n'est pas mort, et que cet homme et cette femme ont exaucé leur rêve de petits boutiquiers, ont eu une boutique de fleuristes, voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des gens qui essayaient de comprendre ce qui leur arrivait. Alors, on essaie de comprendre, on se trompe quand on essaie de comprendre, mais en même temps, ils font cet effort. Et donc, ça nous permet, à nous, spectateurs, de comprendre ce qu'ils vivent et de comprendre les questions dans lesquelles on peut être quand on vit dans un État dictatorial comme l'Allemagne nazie. Mon trésor, poursuit Irène. À cause de ma grossesse, je ne vais pas être mobilisée, mais je ne vais pas chômer. En début d'année, il y a beaucoup de travail avec les fleurs et puis, en avril-mai, avec la vente des plantes. Tu n'imagines pas comme les gens ici sont paresseux. Hier, ils couraient tous chez le médecin pour obtenir un certificat de dispense. Heureusement que des mesures énergiques vont être instaurées, comme ça, ils n'y échapperont plus. Mon Ernst, je t'embrasse tendrement. Mon trésor, que dis-tu du terrible attentat contre Hitler? Quand je suis revenue du bois, maman m'a annoncé la nouvelle, je me suis sentie défaillir. Comme tu dis, c'est inadmissible que des Allemands veuillent nous poignarder dans le dos, dans une époque si grave. Hier, je suis allée au cinéma. On projetait un film avec Paola Vesely. Le film était très bien, mais je n'en ai pas pleinement profité. La plupart des gens se sont levés pour sortir quand on a entendu passer des avions. Je ne me suis pas inquiétée parce que je me suis dit qu'ils allaient bombarder la Ruhr. Tu sais, je voudrais te parler sérieusement de notre avenir. Moi, je serais très heureuse d'ouvrir ma propre jardinerie. Il faut d'abord passer le brevet d'apprenti horticulteur. J'aurais un peu peur, mais seulement pendant l'examen. Et puis, à ton retour, on tiendra ce commerce tous les deux. Alors, il y a deux témoins très singuliers qui apparaissent dans votre documentaire. Singuliers parce qu'en fait, ils échappent totalement à l'image qu'on peut se faire. Je veux dire, des Allemands rivés à leur sol. Il y a d'abord cette femme, Ruth Andreas Friedrich, qui est en fait à la tête d'un réseau d'entraide germano-juif, enfin, qui essaie de sauver des juifs. Il y avait donc comme ça des justes en Allemagne en pleine guerre. Et il y a également cet ancien soldat qui s'appelle Jürgen Klepper et qui est marié avec une juive. Qui donc se débat de manière tragique pour épargner et à sa femme et à sa fille les affres de la déportation. Or, ces Allemands-là échappent entièrement au cliché. Alors prenons Ruth Andreas Friedrich. Oui. J'ai compris que son livre, par chance, a été traduit en français dans les années 60.
il est introuvable, mais comme tout ce qui est introuvable, on arrive à le trouver. Voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est un point de vue d'une opposante, de quelqu'un qui est resté, mais qui travaille comme journaliste. Donc, c'est pas une journaliste au sens d'aujourd'hui, elle travaille dans un journal qui est à la solde du régime, évidemment. Enfin, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas... Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une conscience politique, quoi, très forte, à tel point qu'à la fin de la guerre, elle dit avec une certaine ironie qu'elle voit affluer vers elle les Allemands qui ont vraiment collaboré avec le Troisième Reich, essayer d'obtenir d'elle des attestations de bonne conduite, qu'ils auraient fait ceci, cela, ils auraient sauvé des Juifs, ils auraient aidé des gens et tout ça. Et elle dit ça avec beaucoup de tristesse en même temps, on peut dire, voilà. Et elle, j'en parle pas dans le film, elle a un ami qui est son ami, enfin son fiancé, son compagnon, qui est aussi visiblement un militant politique. Tous les deux, ils sont pas communistes, mais ils sont marxistes. Enfin, ils ont une conscience politique très forte. Et lui, il va mourir accidentellement à la fin de la guerre. Enfin, c'est un destin à la fois tragique et en même temps le destin de juste. Enfin, voilà. Ruth Andreas Friedrich raconte. On frappe à la porte. C'est notre ancien chef d'abri anti-aérien. Je voulais... Il balbutie. Je pensais que vous pourriez peut-être... Il s'arrête et me lance un regard implorant. Certifier que vous n'étiez pas un nazi, lui dis-je. Il acquiesce d'un air embarrassé. J'ai des documents, je peux le prouver. Je n'ai que faire de ces preuves. Tous les jours, la scène se répète, depuis qu'on sait que je faisais partie d'un petit groupe clandestin. Ils viennent par douzaines faire attester qu'ils n'ont jamais été nazis. « 6 mai 1945. Toujours pas d'eau, ni de lumière, ni de gaz. » Écrit encore Ruth. Où que j'aille, je trouve la même détresse. Vol, pillage, brutalité, viol. Les jeunes filles se cachent ou se déguisent en vieilles femmes, dans l'espoir d'échapper aux Russes. L'armée de nos vainqueurs s'est ruée sur les femmes de Berlin. Beaucoup de jeunes filles déshonorées se tuent. Et puis il y a cet autre personnage, dans toute la gamme des personnages, il y a cet autre personnage auquel vous faites allusion, Joren Klepper, qui lui, vous dites qu'il est soldat, c'est pas tout à fait ça, c'est plus intéressant, c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien qu'il ait, je sais plus, 35 ans, quelque chose comme ça, il est plus tout jeune, c'est pas un vieillard, mais il est mobilisé et il pourrait se débrouiller pour fuir ses obligations militaires, comme on dit. Il tient au contraire à les remplir, quoi, voilà. Il est fier de porter l'uniforme. C'est un Prussien, tout en lui respire cet amour de l'Allemagne, de la patrie, au sens le plus archaïque du mot, voilà. Et puis quelques mois plus tard, on comprend qu'il revient, et il revient parce que l'armée n'a pas voulu le garder. Et n'a pas voulu le garder, cette armée, bien qu'il soit quelqu'un de bien vu par le régime, par ailleurs. Il n'est pas nazi, mais il est bien vu par le régime. Il a un ami qui est le ministre de l'Intérieur, si je me souviens bien. Donc il espère obtenir des choses et tout ça, voilà. Mais cet homme très droit, très intègre, très luthérien, il est marié avec il est marié avec une veuve, une Allemande veuve, qui pour son malheur est juive, était juive, puisqu'elle s'est convertie. Et cette femme a une fille, a deux filles même. Et voilà, on assiste à travers son journal à son débat intérieur, à son dilemme, c'est-à-dire qu'il est absolument clivé, partagé entre le respect de sa patrie, elle peut être dirigée par Hitler, par le Parti national-socialiste, c'est comme ça, c'est sa patrie, et puis le sort, la terreur même qui s'abat sur les Juifs d'Allemagne,
Et donc cet homme accepte ça d'une certaine façon. Et petit à petit, évidemment, il prend conscience qu'un étau abominable se resserre autour de sa femme et de sa fille. L'une de ses filles, de ses belles-filles, est partie à l'étranger. Elle sera sauvée comme ça. Mais les deux restent en Allemagne avec lui. Et au lieu de chercher à toute force à les faire partir d'Allemagne ou à partir avec elle, il va espérer qu'elles pourront échapper à la persécution. Et puis finalement, il comprend qu'elles vont être déportées, elles risquent d'être déportées d'un moment à l'autre. Et donc là, il envisage le suicide. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que la réflexion théologique, parce qu'il est très croyant, très luthérien, oui. La réflexion théologique, est-ce que le suicide peut plaire à Dieu? Est-ce que le suicide peut être accepté par Dieu? Est-ce que ce n'est pas le péché suprême que je vais commettre? Est-ce que cette discussion qu'il a avec lui-même dans son journal intime, je l'ai vu, son journal à Marba, c'est des pages et des pages, mais on sent que cette discussion qu'il a avec lui-même, mais qu'il a aussi dans l'intimité familiale avec son épouse et avec sa jeune fille, avec sa jeune belle-fille et tout ça, finalement ça le sauve, paradoxalement. C'est-à-dire, ça l'occupe tellement, cette discussion, de savoir si Dieu peut accepter le suicide, qu'il en oublierait presque, enfin on sent ça, l'horreur de la mort, l'horreur de la disparition et l'horreur de la disparition d'un être jeune. Cette belle-fille, Renate, elle a 17-18 ans et donc c'est abominable. Mais quand il comprend que ce qui peut leur arriver est 10 000 fois pire que cela, il se résout à se suicider et ils se suicident tous les trois. Enfin, oui. Lui, il n'est absolument pas menacé, mais il est absolument solidaire. Oui. Il est absolument solidaire de l'Allemagne, l'Allemagne éternelle, même si elle est à ce moment-là nazie, hitlérienne, à quoi il n'adhère pas, hein, mais c'est son pays, et solidaire de ses proches, de sa famille. Donc voilà, il n'y a pas d'autre issue que de disparaître. 6 décembre 1939. Aujourd'hui, on a distribué le coupon qui permet d'obtenir des vêtements. À l'hôtel de ville, il y a 2 grandes affiches. Les Juifs ne reçoivent pas de coupons vestimentaires. Hanni et Rennerle ont été barrés de ma fiche familiale. Un grand J rouge doit être imprimé sur leur fiche. Il y a maintenant des mesures spéciales pour elles, avec des horaires à part pour faire les courses. Elles seront même privées de la ration de chocolat et de pain d'épices pour Noël. Malgré tout, je crois à la victoire. Notre armée est formidable. Hier, j'ai été très ému en entendant Rennerle dire « Mieux vaut que périssent les Juifs, qui ne sont pas nombreux, plutôt que tout le peuple allemand. » Elle a gardé cette droiture, malgré l'angoisse. « 22 décembre 1941. De grandes affiches annoncent que la Wehrmacht ne baissera les armes que le jour où le dernier Juif aura été anéanti. La pensée du suicide est très loin de Rennerle, parce qu'elle est jeune. Elle n'a que 19 ans. Mais lui faire accepter cette idée serait moins cruel que de la livrer au destin de la déportation. Qui signifie travail forcé, misère, mort par la faim, par le froid. Beaucoup sont fusillés. Mais on nous assure que ce n'est pas encore le cas des femmes. Le plus terrible, c'est que les familles sont séparées au moment de la déportation. Alors, ce qui est très impressionnant, enfin, dans votre film, ce qui était déjà le cas avec Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, c'est non seulement vous exhumez ces voix-là, enfin, je veux dire, qui étaient globalement tues, mais surtout,
par votre méthode de recherche d'archives, vous redonnez à ces voix un œil. Et donc, il s'agit chez vous de coudre en fait des témoignages, des réflexions avec des images. Donc c'est un véritable travail de dentelle. Donc comment effectuez-vous ce travail de dentelle? J'aime bien ce que vous dites. Il y a quelques années, 7-8 ans, j'ai eu l'occasion de faire un film d'après le journal d'Hélène Baird. Et je sais que mon principe, c'est la première fois que j'utilisais des archives comme ça très massivement, très systématiquement, des archives amateurs. Mon principe pour ce film-là, mon idée comme ça, ce qui me guidait, c'était de donner à entendre la voix de cette jeune fille. Évidemment, sa voix n'a pas été enregistrée, mais elle a écrit, donc c'est extraordinaire, quoi. Et de donner à voir ce que ses yeux avaient pu voir. Elle n'a pas filmé, et je pense que depuis ce film-là, c'est ce que je cherche à produire, quoi. Entendre ce que les gens eux-mêmes ont dit de leur vie, ont dit d'eux-mêmes, et ce que leurs yeux, évidemment, n'ont pas vu, c'est un équivalent, mais ce que d'autres yeux, comme les leurs, ont pu voir. Et ça nous fait voir, je crois, la réalité de la vie privée, de la vie quotidienne, tout à fait autrement. Voilà. Pour prendre un exemple précis, la guerre, on la voit à l'œuvre dans ces films amateurs, à travers une jeune fille qui met le casque de son père qui est mobilisé et qui parodie un peu une marche militaire. Ça la fait rire, la guerre, à ce moment-là. On voit la guerre à travers des enfants qui jouent, qui se battent avec des tanks en bois, avec des épées en bois. Voilà, c'est comme tous les enfants, mais je pense que ces images, elles résonnent avec ce qu'on sait d'eux. Et puis à la fin, on voit de très jeunes enfants, moins jeunes que les enfants, mais de très jeunes adolescents, qui ont 15-16 ans, qui occupent une batterie anti-aérienne. Et on sent que là, on est en 44 ou en 45, on sent que c'est plus du jeu. Ils jouent toujours. Et ils prennent la place des adultes. Et ils prennent la place des adultes, et c'est de la chair à canon, quoi, voilà. Et on a tout ça, quoi. On a la guerre, ce que la guerre a fait à des êtres humains, en rentrant complètement dans leur intimité, dans leur moelle, dans leur sang, dans leurs yeux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Jérôme Prieur, merci beaucoup. Je rappelle que Vivre dans l'Allemagne en guerre sera diffusé le 9 mai sur France 5. Également, votre documentaire est édité en DVD chez Arte Éditions. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Academ. Journal de route Andreas Friedrich. Des bruits épouvantables courent sur le sort réservé aux déportés. C'est très difficile de trouver des cachettes aux gens. Ceux qui restent trop longtemps au même endroit risquent d'être repérés et dénoncés par les voisins. Journal de Johann Klepper. Dieu sait que je ne peux supporter de laisser partir Annie et Rennerle vers cette déportation la plus cruelle et la plus terrifiante qui soit. Qu'ils nous prennent nos biens, notre honneur, nos enfants et nos épouses, laisse-les faire. Si telle est la volonté de Dieu, a dit Luther. Nos biens, notre honneur, oui. Mais le sacrifice d'Annie et de Rennerle, moi je ne peux le promettre à Dieu. Il sait que j'accepterai toutes les épreuves qu'il m'envoie, tout jugement auquel il me soumet, si je sais Annie et Rennerle à l'abri.